Innovation technologique, défis écologiques, nouvelles vies urbaines, enjeux sociaux, nouveaux modèles économiques et de gouvernance, nous faisons face à de nombreuses révolutions. Elles bouleversent la manière de vivre et d'entreprendre dans nos territoires. Les pouvoirs publics, les acteurs privés, qu'ils soient nationaux ou locaux, prennent la mesure de ces changements et s'adaptent jour après jour. La création de valeur prend des formes différentes, les business models se renouvellent et les organisations se réinventent en interne, mais aussi dans leurs relations aux parties prenantes extérieures. Cette émission mensuelle Les territoires au cœur des enjeux de transition porte sur ces questions où tous les acteurs du territoire sont engagés dans des actions concrètes pour traverser toutes ces transitions et faire face aux impacts de celles-ci sur leurs activités. Dans cette émission, nous donnons la parole à ces acteurs, qu'ils soient membres des collectivités locales et territoriales, des entreprises ou encore issus de la société civile. Réponse concrète, objectif, ils décrypteront les différentes problématiques. Bienvenue dans cette émission, merci d'être avec nous. Notre première partie, les territoires vecteurs de transformation, de mutation, de transition et d'innovation. On en parle avec nos invités. Aujourd'hui, Hélène Pesquine, secrétaire permanente du PUCA au ministère de la Transition écologique et fondatrice de la plateforme PEPS. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Également présent sur ce plateau, Olivier Mousson, conseiller maître à la Cour des comptes et président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Justement, on va s'intéresser à ces enjeux de l'encouragement au développement d'une innovation française. Olivier Mousson, c'est un peu l'alliance entre la technique et la science finalement à laquelle nous avons recours. Exactement. Donc la société d'encouragement, on connaît un peu le sujet depuis 220 ans, puisque cette société, elle a été créée en 1801 par... alors ce qui est intéressant, elle a été créée par des politiques, par des entrepreneurs, par des scientifiques. C'est assez rare d'avoir au même endroit tous ces personnages qui ne se croisent pas toujours. Et donc il y avait dans les créateurs Lafayette, Bonaparte, Cambacérès, Lebrun, mais des financiers également, et puis Montgolfier, Chaptal, voilà. Donc, et c'était juste au moment où naissait la première révolution industrielle. Et on avait du retard sur les Anglais, il fallait absolument diffuser l'innovation. Donc c'est vrai que le nerf de la guerre, me semble-t-il, pour l'industrie, c'est l'innovation et les chefs d'entreprise. L'innovation, justement, Hélène Pesquine, et l'aménagement des territoires, évidemment, sont-ils les principaux maîtres mots, finalement, de votre action au sein du PUCA ? Alors, le PUCA, pour Plan, Urbanisme, Construction, Architecture, c'est un organisme de recherche rattaché au ministère en charge de l'aménagement, mais un peu particulier, puisqu'en fait, notre outil de recherche, c'est vraiment d'apprendre des territoires et d'apprendre des professionnels qui font la ville au quotidien. Et donc, on fait plutôt de ce qu'on appelle de la recherche embarquée ou de la recherche-action. On essaye de comprendre comment se jouent sur les territoires des questions particulières, et en particulier en ce moment, celle de la résilience, de l'adaptation au changement climatique, de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de l'extinction de la biodiversité, de tout ce qu'on entend dans ce grand vocable des transitions. Mais ce qu'on observe aussi quand on regarde depuis le terrain, comment ces injonctions atterrissent, c'est qu'elles atterrissent différemment, évidemment, selon les territoires et avec des effets socio-économiques particuliers et singuliers. Et c'est de ça qu'on essaye de se nourrir pour notre animation finalement nationale, de ce questionnement de la place des territoires. Alors l'innovation depuis une dizaine d'années était un espèce de mantra des collectivités locales. Il fallait faire différemment, les démarches devaient être innovantes, les appels à projets devaient être innovants, il fallait mieux adosser des partenariats privés par exemple à la construction de la ville. On a beaucoup travaillé autour de ces modèles des réinventons. On a fait Réinventons Paris, Réinventons les grandes villes, en essayant de trouver les clés d'une meilleure coopération avec les acteurs privés, en pensant que finalement les entreprises et les acteurs économiques étaient plus à même de se lancer dans des processus d'innovation. Ce qu'on observe en fait, c'est que on a parfois mal mesuré réellement la capacité
enfin en tout cas, la dispersion que ça a pu créer par rapport au rôle même des acteurs publics. Nous, on constate que finalement, il y a besoin d'une administration publique des territoires aussi, qu'elle a besoin de réguler un certain nombre de ses partenaires privés. Pour donner un exemple très, très pratico-pratique et que tout le monde connaît, celui des trottinettes dans la rue. Voilà. Chacun sait qu'on peut imaginer que cette idée des vélos en libre-service et des trottinettes en libre-service, c'est un service complémentaire, c'est une innovation utile pour les usagers de la ville. On voit bien à quel point ça peut aussi désorganiser la circulation, éventuellement même discriminer finalement des personnes qui auraient plus de mal à se déplacer ou d'autres qui seraient plus les usagers de cette innovation. Et donc, il y a réellement besoin d'arriver à mieux articuler la régulation par les pouvoirs publics de ce qui est l'espace public dans la ville et cette capacité d'innovation qui relève en effet de tout un tas d'acteurs innovants dans l'entreprise. Et cette régulation, elle est forcément un petit peu difficile à mettre en place, surtout lorsque nous vivons une période d'innovation et de mutation même. J'oserais le dire avec cette crise sanitaire, les territoires, est-ce qu'ils sont forcément, Olivier Mousson, les lieux du renouveau à la fois sociétal, on parlait Hélène Pesquine, mais aussi d'innovation? Ce ne sont pas les seuls, mais je pense que si on a connu une phase de désindustrialisation, ça tient au fait d'abord qu'on a imaginé un monde sans industrie, sans usine. On s'est planté. On a pensé que les services allaient remplacer l'industrie. Et également, quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans les pays qui ne sont pas désindustrialisés, à savoir l'Allemagne ou l'Italie. L'Allemagne, elle est toujours à 23% de sa population active dans l'industrie. Là, on est descendu, nous, paraît-il, à 11, 12, 13%. L'Italie est encore à 17%. Donc, et ce qui fait la différence, c'est le lien avec les territoires. C'est l'implication des entreprises dans les territoires. C'est l'écosystème dans les territoires. Et ça, on ne l'a pas vu venir. C'est pas forcément... Alors, c'est vrai qu'on est jacobin, donc on a fait de la politique depuis Paris. Alors que la tradition italienne et allemande, c'est les Länder, c'est les districts industriels, c'est autre chose, c'est chaque territoire, chaque bassin d'emploi qui s'organise pour justement favoriser l'innovation. Et ça, on ne l'a pas fait, ou très peu, depuis 20 ou 30 ans. Mais la réindustrialisation, elle est au cœur du projet du gouvernement et de ce fameux plan de relance dont a parlé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Oui, alors il y a de l'argent, il y a de l'argent en particulier pour le bâtiment. Hélène connaît bien le sujet. Je pense que ça ne suffira pas. Il faut de l'argent pour l'innovation, pour la recherche, et au niveau français et au niveau européen. Il faut une stratégie, à mon avis, industrielle qui n'existe pas. Et puis, ça doit être également faut emporter les Français sur le sujet. Moi, je suis persuadé qu'on parle beaucoup de relocalisation. Je veux dire que c'est un mythe, mais il y aura relocalisation, il y aura réindustrialisation si on donne envie, par exemple, aux Français d'acheter Made in France. Peut-être lier le Made in France pour leur dire qu'il y a une raison d'acheter Made in France en disant que c'est plus vert, que c'est mieux fabriqué. Quand j'étais au ministère il y a 20-30 ans, j'avais lancé une campagne vos emplettes sont vos emplois. Essayez de faire comprendre aux Français que s'ils achètent français Made in France, eh bien ils auront un emploi. Là, on pourra imaginer, et pareil dans le domaine de l'achat public, pareil dans les relations interentreprises, il faut se serrer les coudes. Il faut que ce soit collectivement une responsabilité d'acheter français. Hélène Pesquine, je vous laisse répondre à justement ce dont on parlait, sur ces fonds injectés par le gouvernement, ce fameux plan de relance. Est-ce que ces fonds-là, ils sont suffisants? Est-ce qu'ils sont amenés à bon escient en fonction des différents projets, en fonction des territoires dont vous l'avez dit, et ces territoires sont extrêmement disparates? Mais c'est une excellente question parce qu'en fait, on a de l'argent. En tout cas, ces derniers mois, compte tenu de la situation économique très, très préoccupante, il y a des fonds qui sont dédiés à la création d'emplois, on va dire, et à l'activité dans le pays, notamment sous ce mantra de la relocalisation. La difficulté, c'est que d'abord, il faut de la confiance entre l'État, les collectivités, les acteurs et les entreprises locales, voire les usagers directs, habitants et citoyens des territoires, pour que ces fonds trouvent leur place et donc que les projets
projets se développent. Et donc cette notion de coopération et de confiance entre acteurs, elle n'est pas très très ancrée dans la culture française. On est plutôt dans la méfiance entre institutions d'un autre pays. Et donc il y a besoin de développer quand même cet esprit de coopération locale pour que ces fonds trouvent leur cible et qu'ils trouvent aussi leurs résultats, notamment en matière de création d'activités. Et puis je crois que parfois on caricature un peu cette idée de réindustrialisation et de relocalisation. C'est pas forcément complètement la démondialisation. C'est plutôt un nouveau rapport à ses ressources, en fait, à son environnement, à la fois des ressources matérielles, alimentaires, agricoles, mais également en biomatériaux, par exemple, pour la construction dont on parlait tout à l'heure, mais aussi des ressources en savoir-faire, une histoire industrielle, un patrimoine immobilier, une capacité foncière, notamment sur ce sujet de limiter l'étalement urbain, où il faut donc utiliser les emprises foncières pour refaire de la ville sur la ville. Ça veut dire aussi mobiliser des propriétaires fonciers. On voit bien à quel point tout ça demande une coopération entre des acteurs de nature différente pour que cet argent soit investi à bon escient et surtout de manière pérenne. Et la relocalisation, ça doit être cette meilleure transformation des ressources locales et de la capacité à les connaître, qui est un premier point. On travaille beaucoup avec les chercheurs sur cette notion de métabolisme territorial. Qu'est-ce que dans un territoire on fait rentrer et sortir pour qu'il fonctionne, et donc mieux connaître son environnement, à la fois l'espace vivant, les écosystèmes, mais aussi les matières finalement qui peuvent être mobilisées. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout ce qu'on aura produit grâce à cette ressource sera pour le territoire. On peut aussi imaginer qu'on a un intérêt en France à ce que le vin de Cognac ou le Cantal d'Auvergne soit diffusé dans le monde entier. Donc je pense qu'il faut arriver à décorréler cette idée de relocalisation et ce qui a été un peu le traumatisme de la fermeture des frontières pendant la crise Covid, d'incapacité finalement à échanger avec les autres pays du monde. On ne va pas toujours rester dans cette difficulté de transport aérien notamment. Et donc il faut un peu trouver cet équilibre entre je transforme mieux mes ressources locales, ce qui crée de l'emploi, ce qui crée de l'innovation localement sur des process, mais ce n'est pas pour autant que je ne me présente pas au monde dans une économie mondialisée avec une capacité de production d'intérêt international. Alors tout ça, ce sont évidemment des chantiers qui vont prendre du temps, qui vont s'établir dans la durée. Olivier Mousson, pour parler de l'année prochaine, c'est une année un petit peu charnière qui est attendue 2021 après ce qu'on vient de vivre. Quels enjeux pour les territoires et quelles attentes avez-vous ? Moi, je pense que c'est le renouveau des corps intermédiaires, des chambres de commerce, des associations. Donc que les pouvoirs publics restent vraiment ancrés. Alors, les pouvoirs publics, ils sont un peu partis. Hein. Il y a quand même moins de public dans les territoires. Hein. Les régions ont pris ont remplacé un peu les pouvoirs publics. Il reste encore des préfets, bien sûr, mais c'est aux régions d'organiser ça. Mais c'est également aux chambres de commerce, aux chambres des métiers, à des associations comme celle que je représente. On lance, avec le soutien de Madame la Ministre, un cycle de conférences Renaissance industrielle dans les territoires. On ne reste pas place Saint-Germain-des-Prés à l'hôtel de l'industrie, on va aller dans les régions, essayer de fédérer à la fois les collectivités locales, à la fois les chefs d'entreprise, à la fois les associations, à la fois les écoles, à la fois les pôles de compétitivité, toutes ces personnes qui ne se parlent pas forcément ou pas suffisamment. Donc rassembler les acteurs pour un même projet. Tout à fait. Et puis, cette notion de formation est absolument indispensable. On a besoin, effectivement, de simplifier les chaînes d'approvisionnement. Donc là, on est dans le très global qui peut devenir un peu plus local, mais on a aussi besoin de rendre possible cette production locale grâce aux acteurs, à la qualification des employés, aux ressources des collectivités locales et notamment des plus grandes d'entre elles, je pense aux métropoles en France, qui sont des grands donneurs d'ordre économique, en fait, ne serait-ce que pour l'alimentation, pour nourrir les enfants des cantines, par la commande de véhicules, par exemple pour les autobus qui peuvent être des véhicules qui eux-mêmes créent une nouvelle chaîne industrielle de véhicules propres si la commande massifiée d'une grande collectivité le permet. Elles sont en fait des donneurs d'ordre économique importants et capables d'orienter finalement l'industrie, y compris le Made in France, si c'est fait de manière intelligente. Et les cahiers des charges des collectivités et des donneurs d'ordre publics sont des outils très importants de cette réindustrialisation. Merci beaucoup Hélène Pesquine, merci Olivier Mousson d'avoir été sur ce plateau avec nous pour cette première partie. Restez bien avec nous, on revient dans un instant pour notre deuxième partie consacrée à l'investissement durable et les enjeux sur les territoires. À tout de suite.
Place à cette deuxième partie. Merci d'être avec nous. Deuxième partie consacrée à l'investissement durable et les enjeux sur les territoires. 3 invités pour en discuter, pour en débattre avec Philippe Quinter, le directeur développement durable et RSE chez la BPI France. Bonjour. Erol Cohen, avocat du cabinet Leplay et puis associé praticien à Mines Paritech, spécialiste du droit des sociétés à mission. On en parlera avec vous justement de ces fameuses sociétés à mission dans un instant. Et enfin, troisième invité, Philippe Zawati, directeur général de Mirova, donc cette filière de Natixis, société de gestion spécialisée dans l'environnement responsable. Merci, bonjour. Monsieur Zawati, d'être avec nous. Ma première question pour Monsieur Quinter, on parle beaucoup, on vient d'en parler d'ailleurs dans cette première partie, du plan de relance du gouvernement annoncé par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Quelles sont les missions chez vous, chez BPI France? Quelles sont vos missions et vos actions? Alors c'est vaste, hein, votre question elle est extrêmement vaste puisque BPI France, déjà dès le début de la crise sanitaire, a été sur le pont totalement, hein, puisque nous avions 5 à 6 000 appels par jour d'entrepreneurs, tous les jours, quand ça a démarré, qui demandaient effectivement d'être aidés, d'être conseillés, etc. Sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire toutes les entreprises françaises, puisque vous savez que la mission de BPI France, hein, c'est d'accompagner les entreprises françaises en financement, en investissement, hein, et aussi à l'international, en accompagnement. Et donc la mission, c'est bien sûr d'accompagner des entreprises, de s'intégrer bien sûr dans le plan de relance gouvernemental, parce que là-dessus, effectivement, il y a tout un ensemble de dispositifs qui ont été mis en œuvre extrêmement concrets, sur l'automobile, sur l'aéronautique, etc., sur tout un ensemble de secteurs fragilisés. Et puis d'accompagner également avec tout un ensemble de mesures. Vous savez que l'accompagnement chez nous était une donnée cardinale, aussi importante que l'investissement et le financement. On l'a placé sur un pied d'égalité dès l'origine pour justement, en fait, notre métier entre guillemets de fournisseur d'argent ne se limite pas à ça. Il y a tout un dispositif d'accompagnement pour aider les entreprises, les conseiller, les porter dans la durée. Pour nous, c'est aussi extrêmement important. Donc sur des choses extrêmement concrètes, sur des diagnostics, sur des accélérateurs, en région d'ailleurs. On a tout un ensemble de dispositifs d'accélérateurs à l'appui des régions et des outils d'accompagnement qui permettent aux entreprises finalement d'avoir une meilleure résilience. En tout cas, on fait tout pour. C'est jamais gagné, hein, c'est jamais garanti, mais l'association d'un suivi extrêmement rigoureux sur le plan financier, plus un accompagnement extra-financier, je dirais qu'on multiplie un petit peu les possibilités pour qu'une entreprise sorte de l'eau, quoi. Et la tête au-dessus de l'eau en ce moment, c'est quand même compliqué. Et parmi ces entreprises que vous citez, certaines sont tournées déjà ou vont se tourner vers les énergies vertes, vers les énergies renouvelables. Quel est l'intérêt, Philippe Zawati, de se tourner vers ce type d'industrie d'énergie verte, renouvelable, d'investir dans le green? Ça va bien au-delà des énergies renouvelables. C'est tout ce qui tourne autour de la transformation de nos économies vers un monde décarboné. Et ça couvre un champ extrêmement vaste en fait, de secteurs. Donc évidemment le secteur de l'énergie avec les énergies renouvelables, mais aussi la mobilité propre par exemple, toutes les innovations dans le domaine de la mobilité électrique, de l'hydrogène. On a beaucoup parlé d'hydrogène et du plan hydrogène au niveau européen ou au niveau français. Mais il y a aussi des innovations dans l'agriculture, dans l'agroécologie, dans l'économie circulaire, dans les nouveaux modes de distribution et de consommation. Donc on a un vaste champ d'investissement aujourd'hui possible, qui offre des opportunités. Et donc, on n'a plus aujourd'hui cette distinction, cette problématique de se dire si j'investis vert ou durable, je vais investir de façon moins performante ou avec moins de rentabilité. Cette problématique-là a complètement disparu parce qu'on est dans un moment de transformation extrêmement fort. Et tout l'ensemble de notre pays, l'ensemble des territoires sont vraiment concernés par cette problématique. Bien sûr, parce que ça couvre, encore une fois, parce que ça couvre effectivement un champ très large, et aussi parce que une bonne partie de ces nouveaux sujets sont des sujets très locaux. Sur l'énergie, évidemment, on va vers une relocalisation de l'énergie et une dissémination de l'énergie sur l'ensemble du territoire. Avec la mobilité, on est sur des sujets qui sont très, très proches du terrain, qui sont des sujets territoriaux. Quand on parle d'économie circulaire ou de nouveaux modes de distribution en circuit court, on parle effectivement de sujets extrêmement territoriaux. Et évidemment, à cela s'ajoute la grande tendance à la relocalisation qui viendra peut-être couronner cette crise. Ces thèmes, l'environnement, le RSE dont on parle beaucoup, est-ce que toutes ces nouvelles thématiques, Erol Cohen, est-ce que ces nouvelles thématiques, elles vont impacter de manière durable notre société, nos entreprises, nos PME, tous les acteurs locaux au sein de notre territoire ?
Je pense qu'on a une chance aujourd'hui, c'est-à-dire que cette chance, c'est que sur les deux constats qu'on vient de faire aujourd'hui, la nouvelle définition de l'entreprise vient d'arriver. Et justement, cette nouvelle définition de l'entreprise, c'était une entreprise qui, antérieurement, elle, ne pensait qu'à elle-même, et aujourd'hui qui va penser vis-à-vis de ses parties prenantes, vis-à-vis de son écosystème. C'est là où on va retrouver effectivement cette force et la pérennité des engagements qu'elle pourrait prendre, notamment vis-à-vis de ses parties prenantes que pourrait être le territoire. Et ça, c'est la force que peut avoir cette nouvelle invention qui est la société à mission aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va faire, cette société? Elle va permettre dans un premier temps de définir 3 conditions, c'est-à-dire de dire dans un premier temps, dites-nous qui vous êtes. Qu'est-ce qui guide votre stratégie? Alors, on va définir une raison d'être, c'est ce qu'on entend beaucoup dans la presse aujourd'hui avec cette raison d'être. L'article 835 du Code civil. On va lui dire dans un deuxième temps, quel est votre futur? Où est-ce que vous voulez aller? Et là, on va se dire, on va pouvoir parler de social, d'environnemental, d'innovation. Là, on va se retrouver dans ces critères-là. On va lui dire, mais comment vous garantissez tout ça? On m'a dit, dans un premier temps, on vous met un contrôle à l'appui de tout ça. Vous allez voir dans les territoires comment le contrôle va être intéressant. On va vous mettre un contrôle qui est à l'intérieur de l'entreprise. Et deuxième temps, on va vous offrir une garantie qui va être à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire que un organisme tiers indépendant va venir nous contrôler. Quel est l'impact de tout ça? On peut dire que la France vient d'inventer certainement l'entreprise du futur. On se retrouve aujourd'hui justement dans cette entreprise qui va pouvoir s'appliquer à toute cette volonté d'innovation et d'implication sur le territoire. On pourra voir d'ailleurs, plus loin même d'ailleurs, sur les définitions des investissements dans le territoire qu'on a vu jusqu'à présent qui étaient peut-être déceptifs ou qui n'étaient pas intéressants finalement, parce qu'on trouvait des choses qui étaient assez particulières. On se rend compte que la société à mission, elle va pouvoir permettre soit d'alerter, de contrôler, soit à la fin même de garantir, ce qui veut dire que plus personne ne pourra nous dire je fais une promesse et je ne la tiens pas. C'est-à-dire je viens dans un territoire, je demande des aides et je ne tire pas ces aides-là. Philippe Quintin, vous êtes d'accord avec ça? La France a inventé un nouveau type d'entreprise? Je ne sais pas si on a inventé un nouveau type d'entreprise. En revanche, ce que je sais, c'est qu'on est en plein milieu du gué, des transitions. Comme l'expliquait Philippe, aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne peut pas reculer et on ne connaît encore pas tout à fait la rive que l'on a en face. Et donc les entreprises doivent faire face à tout un ensemble d'enjeux, mais qui sont colossaux. Le sujet de la transition écologique et énergétique, donc tout ce qui est autour de la lutte contre le réchauffement climatique, qui n'est pas facile pour les entreprises. Pour une TPE, pour une PME, ce n'est pas natif. Comment j'intègre ce sujet dans mon business? Comment j'oriente mon activité par rapport au plan de route, au 1,5 degré, la trajectoire 2030-2050? Tout ça, ça peut paraître abscon. Je pense qu'on a un rôle, mais énorme. Oui, on dessine les contours de la nouvelle entreprise. C'est ce qui est en train d'être fait. On ne sait pas quels sont, on ne sait pas quel format, mais en tout état de cause, on voit à peu près l'orientation. Et tout l'enjeu pour nous, et là je parle effectivement pour BPI France, mais pas que, c'est je dirais la communauté financière, c'est de la pédagogie, c'est d'accompagner les entreprises pour justement qu'elles intègrent au cœur de leur business, c'est-à-dire dans leur modèle d'affaires, mais opérationnel de tous les jours, mais dans leur stratégie aussi, parce qu'il faut que ce soit porté. Là, quand on parle de société à mission et de raison d'être, on est quand même sur la colonne vertébrale de l'entreprise et de la projection de l'entreprise et la façon dont elle va être perçue à la fois par les marchés, par ses clients et par ses salariés aussi. Ça, il y a un enjeu colossal. Donc là, je crois qu'on est vraiment à un carrefour extrêmement intéressant, qui est à haut risque. Donc il faut vraiment qu'on mette toutes nos forces. Je dirais, on parlait de l'accompagnement. Moi, c'est un sujet que je développe beaucoup parce qu'on sait très bien qu'il y a un enjeu. On a sorti des études là-dessus. Il faut vraiment qu'on soit proche des entrepreneurs pour les guider. On a sorti des études là-dessus qui démontrent, par exemple, sur le climat, 80% des entrepreneurs se sentent concernés par les sujets de la lutte contre le réchauffement climatique, mais il n'y en a que 13% qui le mettent dans leur stratégie. Alors comment les accompagner? Parce que vous parlez de pédagogie, donc ça passe évidemment par un soutien financier, mais pas que. Donc comment au mieux les accompagner? Par des choses concrètes. Donc, je vous ai parlé des accélérateurs. On a mis en place avec l'ADEME des diagnostics, écoflux, etc. C'est-à-dire il faut commencer à mesurer les choses. Il ne faut pas faire des choses compliquées. Quand on s'adresse à une TPE, il faut que ce soit acceptable pour un dirigeant de TPE ou une dirigeante. Il y a des choses plus sophistiquées s'il y a plusieurs sites, s'il y a des sites internationaux, etc. Donc il y a des outils. Nous, on a mis en place un climatomètre, de donner envie de mesurer les choses et d'avancer. Et surtout de donner envie du sens de la mesure. Quand une entreprise fait un investissement, c'est peut-être, avec des outils simples, de mesurer les gaz à effet de serre économisés sur un projet,
pour la photographie de l'entreprise, voir les axes de progrès, avoir des plateformes qui permettent, nous on travaille beaucoup avec un certain nombre d'acteurs sur ces plateformes, comment mesurer, comment se comparer, et puis avoir des solutions aussi. Donc il faut outiller, mais ce n'est pas qu'un outil, c'est un changement de mindset, c'est un changement d'état d'esprit qui est aussi fondamental. C'est à la fois l'état d'esprit, la culture de l'entreprise, virage à opérer, et bien sûr l'outillage. Philippe Zawati, les sociétés à mission, est-ce que c'est l'avenir pour la France ? Je crois. Nous, on s'est transformé en société à mission la semaine dernière, donc on est ravis de rejoindre cette nouvelle communauté. Je crois que c'est l'avenir parce que c'est un peu la continuité de ce que la finance durable développe depuis maintenant une dizaine d'années. Finalement, quel est le message qu'on a fait passer depuis le démarrage de ce mouvement de finance durable ? C'est que les entreprises ne sont pas des unités complètement isolées qui peuvent ne se regarder que le nombril et que leurs profits, et que les entreprises font partie d'un écosystème, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement dépendantes en réalité. Elles ont elles-mêmes un impact, mais elles sont aussi dépendantes du monde qui les entoure. Et la crise, évidemment, sanitaire offre un peu, malheureusement, mais un exemple éclatant de ça, c'est qu'une entreprise sans santé publique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de business sans santé publique. Et donc, l'entreprise doit prendre en compte de plus en plus ses parties prenantes, c'est-à-dire ses actionnaires, bien sûr, mais ses salariés, ses fournisseurs, le monde qui l'entoure, l'environnement, les communautés, les territoires qui sont autour d'elle. Et donc ça, je crois que la société à mission l'a bien décrit, l'a bien mis en œuvre. Bon, on va voir maintenant, il faut que les choses vivent et se mettent en application. Mais en tout cas, clairement, la France a pris un cran d'avance sur ce sujet. Erol Cohen, vous qui êtes spécialiste, est-ce qu'on est vraiment parti pour sur ces 10, 20, 30 prochaines années, établir ce business model, ce rôle modèle de société à mission comme définitif chez nous, en France ? Alors, pour imaginer si on peut être sur 20 ou 30 années déjà, il faudrait déjà pouvoir normer aujourd'hui ce qu'on va faire avec elle dans 20 ou 30 années. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire, aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans la société à mission ? C'est ce que vient de dire Philippe Zawati, mais on va comprendre. C'est-à-dire qu'on va mélanger un intérêt privé avec un intérêt public, en fait. Voilà. Alors là, c'était une des premières fois. Mais pour faire quoi ? Pour innover. C'est pas ça. Oui, c'est bien les problèmes contemporains. On va régler les problèmes contemporains, mais par l'innovation. Et pourquoi on met en place tout ceci ? Parce que les entreprises aujourd'hui, elles sont attaquées de l'intérieur comme de l'extérieur. De l'intérieur, on imagine bien tous les problèmes d'embauche des salariés sur les générations Y et Z, sur et depuis longtemps. On les invite à Rome pour les auditer, on les invite à Rome pour un week-end à Rome. On ne les a même pas encore embauchés dans l'entreprise. Vous voyez un peu la difficulté. On a 10 000 startups. 10 000 startups, est-ce que vous pensez que c'est quoi ? C'est le développement naturel de l'innovation ou c'est plutôt des gens qui ne veulent pas aller dans l'entreprise ? Vous voyez, on se retrouve exactement dans ces images-là. Donc il faut pouvoir donner à ces gens-là l'envie de revenir dans l'entreprise. Et ces personnes, quand elles vont revenir dans l'entreprise, et non pas des moindres notamment, il faut donner aussi une boîte à outils aux dirigeants. Parce que aujourd'hui, le dirigeant, il est complètement isolé. Comme l'a dit Philippe, il se retrouve aujourd'hui dans des situations où on lui dit qu'il faut respecter la norme, cette norme-ci, cette norme-ci, cette norme-ci, cette norme-là. C'est très simple ce qu'on va lui donner. C'est qu'on va lui dire, antérieurement, vous aviez votre RSE, elle était extra-patrimoniale, on va la mettre dans le business plan de l'entreprise. C'est le problème de tout le monde. C'est fini. La société à mission, c'est le pouvoir mettre ce problème pour tout le monde. Philippe Zawati, vous vouliez réagir ? Oui, donc je pense qu'il faut effectivement redonner aux gens de venir dans l'entreprise. Il faut leur redonner envie. Peut-être on pourrait aussi commencer par leur montrer un monde qui leur ressemble. Par exemple, un monde paritaire avec autant d'hommes que de femmes, ce qui n'est pas le cas dans notre panel aujourd'hui. Il y a ce genre de choses-là aussi qui me paraît important et qui, quand on dit entreprise à mission et intérêt général, je crois que ça fait partie aussi des éléments qu'il faut prendre en compte. Quelle peut être la mission ? Alors, on peut parler évidemment du gouvernement avec ce fameux plan de relance, mais au niveau local, au niveau territorial, quelles aides, Philippe Konter parlait tout à l'heure d'aides vraiment pédagogiques concernant BPI, mais est-ce que ça peut venir d'acteurs plus globaux et à la fois locaux ? Je pense que les investisseurs ont un rôle à jouer et un des acteurs locaux, par exemple, qui me paraît important, c'est le rôle de l'épargnant. Je crois qu'on a de plus en plus, vous voyez, les épargnants aujourd'hui, quand ils vont placer leur argent dans leur banque, ils ont de plus en plus envie d'avoir la sensation de jouer un rôle, y compris au niveau local.
Donc, par exemple, quelles sont les créations d'emplois que je vais générer en apportant mon argent dans tel produit financier et quelles sont les créations d'emplois à côté de chez moi que je vais générer? Est-ce que je peux avoir un retour là-dessus? Est-ce qu'on peut me montrer concrètement ce qui se passe? Je crois qu'il faut essayer de redonner une visibilité, une explication extrêmement tangible, extrêmement claire à l'ensemble des acteurs, donc les acteurs du territoire, les épargnants, évidemment les entreprises, les collectivités locales. Et donc il y a un besoin de sens, en quelque sorte, de compréhension de à quoi sert mon argent, comment je vais l'investir. On a parlé tous ensemble, tous les quatre, d'innovation, d'entreprise et du rôle des territoires, Philippe Quinter. Est-ce que c'est ces trois pôles dont on a besoin pour sortir de cette crise économique, alors si ce n'est l'année prochaine, mais en tout cas dans les 5 prochaines années. Je vais prendre la balle au bond de Philippe, parce que bien sûr que nous, on est totalement alignés avec ce que dit Philippe, et d'ailleurs on l'a fait, c'est qu'on a donné aux particuliers, aux hommes et aux femmes de France, des morceaux d'entreprise de notre tissu économique. C'est-à-dire que, vous savez que nous, on ne s'occupe que des entreprises, mais on a fait en sorte que, les particuliers puissent accéder aux entreprises en investissant dans les entreprises. Donc il y a un lien de reconnexion entre, les citoyens et l'entreprise. Et puis le deuxième sujet qui me semble vraiment aussi central, c'est le sens. Faire revenir les gens dans les entreprises, c'est bien, mais faire en sorte aussi que les hommes et les femmes qui sont déjà dans les entreprises aient un niveau d'engagement maximal et se sentent bien dans leur entreprise, c'est un vrai défi. Vous connaissez les études, alors Gallup, etc. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, qui circulent, où on voit que le niveau d'engagement moyen des hommes et des femmes dans nos entreprises est très faible. On est à la queue du peloton en France par rapport à l'Europe de l'Ouest. Et ça, c'est pas possible, parce qu'on a des fleurons, on a des tas d'entreprises exceptionnelles. Alors, on peut, encore une fois, les chiffres, on peut les critiquer, etc. Mais on voit très bien qu'il y a un enjeu, et la société à mission, la raison d'être, c'est aussi connecté. C'est aussi redonner du sens. Alors, je vais paraphraser un de mes amis directeur de la RSE qui dit « redonner du sens dans l'entreprise ». RSE, oui, c'est vrai, mais c'est faire en sorte de créer les conditions d'en faire un projet d'entreprise. Par exemple, la raison d'être, l'objectif, c'est pas simplement qu'un COMEX ou un CODIR sur un coin de table écrive la phrase qui va bien. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y ait une espèce de projet d'entreprise et que les hommes et les femmes des entreprises se sentent concernés, soient porteurs des valeurs de l'entreprise. C'est la reconnexion. Ça me semble très important. Regardez ce qui se passe au niveau du collectif pour un réveil écologique. Hein. Ces jeunes étudiants de grandes écoles et d'universités qui se sont réunis et qui portent ce message-là. Qui disent, nous, on ne veut plus aller travailler dans des entreprises qui ne mettent pas le sens, l'intérêt général comme une de leurs valeurs fortes. Et donc aujourd'hui, vous allez avoir de plus en plus de difficultés pour les entreprises qui n'ont pas compris ça, vont avoir de plus en plus de difficultés à recruter demain. Ça, c'est une évidence. Mais je peux compléter, moi, sur un bon sens aujourd'hui, hein, avec les sociétés à mission, les raisons d'être. Il y a plus de 3 millions de personnes aujourd'hui qui sont sous couvert de sociétés à mission et de raisons d'être. Il y a à peu près autant de salariés qui ont été interrogés, parce que vous n'avez qu'à lire les journaux. Hein, tout le monde vous dit j'ai interrogé 200 000 salariés. On n'a jamais autant interrogé les salariés. Hein. Jamais. Hein. Alors je vais vous dire, là, aujourd'hui, c'est le complément. Parce qu'ils sont en télétravail. Ils ont plus le temps de répondre. Alors, quand ils sont en télétravail, ils ont d'autres problèmes quand ils sont en télétravail. mais je crois que là, vous avez raison. Il y en a qui ont fait le travail pendant le confinement. Et ceux-là, quand ils sont sortis, ils nous ont dit on a interrogé 230 000 personnes. On se demandait comment. Enfin, voilà, c'est vrai, en tout cas. Peut-être pour rebondir, aujourd'hui, une entreprise, sa valorisation, la valo d'une entreprise, sa valorisation, 60 à 90%, c'est de l'immatériel. Donc c'est de l'image, c'est de la marque, c'est de la compétence, c'est des savoir-faire, etc. Ça a changé diablement. Hein. Et ça veut dire que là, ce sont des leviers, ce sont des opportunités. Ça veut dire que si on sait faire en sorte et aider les entreprises, est-ce qu'elles bougent les leviers de la bonne manière, etc., pour créer de la valeur, c'est de l'innovation, c'est de la création de valeur, c'est du sens. Il y a beaucoup de valeur derrière et on voit très bien que là, on va vers la performance sur ce genre de sujet. Donc il faut donner un peu le goût à la remise et au travail sur ces fameux leviers, quoi. Et on va observer ça sur ces prochains mois, sur ces prochaines années. On va s'arrêter là sur ce thème. Merci Philippe Quinter, merci Philippe Zawati et Erol Cohen d'avoir été nos invités. On marque une toute petite pause. Rendez-vous dans un instant. On s'intéressera à l'hydrogène, nouvelle Eldorado territorial. À tout de suite.
Troisième partie donc avec cet hydrogène auquel on va s'intéresser. Est-ce un nouvel Eldorado territorial? 3 invités pour en parler. Miko Mered, professeur de géopolitique de l'hydrogène à HEC à Lillery notamment. Merci d'être avec nous. Florent Tillous-Borde, vice-président acquisition, investissement et conseil financier chez Engie. Vous vous occupez également, on en parlera dans un instant, d'une nouvelle business unit consacrée justement à cet hydrogène. Et puis Jean-Philippe Dugouin-Clément, également vice-président du conseil régional Île-de-France, chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement. Bonjour, merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes également maire de Mennecy, d'ailleurs. C'est bien de le rajouter. Vous êtes élu de la plus grande région de France. Au niveau régional comme au niveau local, votre action porte évidemment sur des enjeux écologiques, que ce soit pour votre région ou pour votre commune. Quels sont ces fameux enjeux de développement durable auxquels vous faites face en ce moment et dans les mois qui vont suivre? L'un des enjeux majeurs pour une région comme l'Île-de-France, c'est de prendre sa part par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique et donc par rapport à ses consommations énergétiques. Quand on parle du bilan énergétique de la région, c'est d'une part travailler sur un axe réduction de nos consommations et de l'autre production. On est une région qui représente 18% de la population française, 25-26% de son PIB et 26-27% de ses consommations énergétiques. Nous importons 90% de notre énergie et l'enjeu que nous portons aujourd'hui, c'est d'aller vers un mix énergétique qui nous rende non pas région énergie positive, on n'a pas les atouts qu'on peut trouver en Rhône-Alpes ou en Occitanie, mais qui nous rendent moins dépendants. Alors on travaille sur le solaire, sur la méthanisation, sur la géothermie et sur l'hydrogène. On a été amené en novembre 2019 à adopter une stratégie en faveur de l'hydrogène et nous lançons depuis le début de cette année des appels à manifestation d'intérêt pour aller financer le développement de projets mettant en œuvre l'hydrogène, tant sur la production que sur la distribution et sur la consommation. Parce qu'on pense que si on veut arriver à progresser et à amorcer les choses sur une énergie qui aujourd'hui est encore coûteuse, il faut qu'on arrive à amorcer la pompe, si vous me passez l'expression, en créant des écosystèmes cohérents. Ce fameux mix énergétique, Miko Mered, on en parle de plus en plus. Est-ce que c'est ce vers quoi la France se dirige et comment le mettre en place au niveau territorial? Alors, ce qui est assez fascinant, c'est qu'effectivement, dans la géopolitique de l'hydrogène aujourd'hui, il y a des solutions mises en œuvre qui sont très différentes, par exemple, entre la France et l'Allemagne. Typiquement, l'Allemagne va vouloir produire une partie de son hydrogène, certes, mais va vouloir, dans sa stratégie hydrogène présentée cette année en 2020, importer plus de la moitié de son hydrogène venant de l'étranger. Alors qu'en France, la stratégie consiste à produire notre hydrogène localement. Il y a aussi une dimension autonomie stratégique qui va derrière. Est-ce que c'est viable? Tout à fait. C'est-à-dire qu'à long terme, c'est-à-dire 2025, 2030, 2035, les tarifs de production d'hydrogène vert, c'est-à-dire d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, qui sont aujourd'hui entre 7 € et 10 € du kilo d'hydrogène, pourraient tout à fait baisser à 2,5 voire 2 € le kilo. Et c'est là qu'on va pouvoir avoir une parité avec le secteur fossile et de fait permettre à l'hydrogène de devenir un véritable secteur. Alors je ne sais pas si ce sera un Eldorado territorial, mais on comprend bien pourquoi en France, comme au Portugal ou en Espagne ou en Italie, il y a une vraie territorialité aux enjeux de la production d'hydrogène. Florent Tillous-Borde, Engie évidemment, qui a un rôle, et vous en particulier avec Engie H2 dans le monde et plus particulièrement en France. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques chiffres, nous décrire un petit peu l'action que vous menez? Ce que je voudrais, c'est d'abord donner un contexte d'Engie et de rappeler la raison d'être d'Engie et qui est inscrite au statut, et je le rappelle depuis le statut du groupe depuis 2020, qui est d'agir pour accélérer le développement des énergies renouvelables. Et il y a, pour pouvoir agir, pour pouvoir accélérer, et donc je rejoins ce qui a pu être dit par M. Dugouin-Clément, c'est de proposer un panel de solutions de renouvelables. Donc il y a la géothermie, les photovoltaïques, l'éolien, et puis il y a l'hydrogène. Mais nous, on s'attache à développer un ensemble d'énergies renouvelables parce qu'on considère que, et c'est formidable et c'est indispensable, les coûts ont baissé du photovoltaïque, l'éolien c'est pareil, et le photovoltaïque c'est 80% de réduction de coûts depuis 10 ans, l'éolien terrestre c'est 40%, les capacités augmentent, et donc ça c'est très important, sauf que ça ne sera pas suffisant pour avoir un territoire, pour avoir un monde neutre en carbone. Et donc la clé pour y arriver, c'est cette complémentarité entre les énergies renouvelables. Et c'est ce que apporte l'hydrogène. C'est une solution qui est assez indispensable pour pouvoir accélérer, puisque c'est
probablement, et on en est nous certains, que c'est ce maillon manquant dans la chaîne qui permet de pouvoir développer encore plus de renouvelables. Miko Mered. Alors de fait, au niveau européen, ce qui a été démontré dans plusieurs rapports les 3 dernières années qui viennent de s'écouler, c'est que sans un certain partage à l'hydrogène, c'est-à-dire entre 10 et 25% de la demande énergétique de l'Union européenne qui pourrait être assouvie par l'hydrogène, de fait, l'Union européenne ne pourra pas, à l'horizon 2050 j'entends, l'Union européenne ne pourra pas atteindre ses objectifs de l'accord de Paris. Donc à partir de là, de fait, vous avez tout un afflux évidemment d'investisseurs, de décisionnaires politiques, etc. pour le secteur de l'hydrogène qui s'explique parce que d'une part, les populations, ils sont entre guillemets prêtes, elles sont demandeuses de ces solutions un peu plus radicales en faveur de la transition énergétique, mais à côté de ça, parce qu'il y a des conditions de marché qui, elles aussi, sont de plus en plus favorables. Jean-Philippe Dugoin-Clément, est-ce qu'il faut, nous, notre pays, se distinguer de nos voisins européens et faire un petit peu peut-être cavalier seul dans cette course au mix énergétique dont on parle ? Enfin, maîtriser son énergie, c'est maîtriser son indépendance. Travailler sur l'énergie de demain, c'est travailler sur ce qu'est un pays. Aujourd'hui, ce qui fait que la France a une certaine forme d'indépendance énergétique, c'est ce qui a été fait pour le nucléaire dans les années 50 et 60, où on s'est doté d'une ambition nationale pour être en avance sur les autres pays. On sait aujourd'hui, en tout cas moi je suis profondément convaincu, que l'hydrogène, parce que c'est une énergie qui vient combler les lacunes des énergies renouvelables, est l'énergie d'avenir. Et on a, je pense, fondamentalement intérêt à avancer sur ce sujet, à avancer extrêmement fortement. Moi, je suis assez frappé par l'exemple du Portugal, que vous évoquiez il y a quelques minutes. L'investissement au Portugal sur cette énergie est absolument colossal. Investir sur l'hydrogène, c'est aujourd'hui investir sur l'avenir. Les énergies fossiles, mécaniquement, si on veut limiter le réchauffement climatique, si on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris, et déjà on peut plutôt s'inquiéter de savoir de combien on les dépassera que de savoir si on les tiendra. Les énergies fossiles est quelque chose qui n'ont, pour moi, pas d'avenir. Est-ce qu'on souhaite être un pays tout nucléaire ou est-ce qu'on veut pouvoir avoir un mixte énergétique en travaillant sur ce sujet ? Et c'est également maîtriser une technologie, c'est avoir une puissance à l'export, c'est avoir une puissance politique à l'international et c'est s'accaparer une puissance pour demain. Donc oui, on doit investir pour l'hydrogène, on doit structurer nos filières sur la production, mais également sur tout ce qui va autour. Quand on parle d'hydrogène, on parle des mobilités, on parle des véhicules, on parle des trains, on parle potentiellement de l'avion. L'aérien, c'est un sujet majeur en France qui est devenu extrêmement sensible du fait du bilan carbone, de la pollution générée par les avions. Si on est capable dans 5 ans, 7 ans, 10 ans de faire fonctionner des avions de ligne à hydrogène, la question de la pollution aérienne, elle n'existe plus. Et quel rôle peuvent avoir les régions dans ce combat-là ? Les régions, on peut être des facilitateurs. On a une capacité à aller mobiliser des crédits, à aller au plus proche des projets pour essayer de les financer. On peut essayer de faire travailler en cohérence des acteurs locaux, de permettre... On a créé un cercle des acteurs de l'hydrogène en Ile-de-France. C'est permettre à des gens qui ne se seraient pas parlé autrement d'échanger entre eux. Et quand on parle d'amorcer une filière, c'est aussi permettre de faire se rencontrer les consommateurs de l'hydrogène, les entreprises qui peuvent être des clients captifs, des flottes captives avec les secteurs de production et de distribution. Le sujet qu'on a aujourd'hui pour pouvoir amorcer l'hydrogène, c'est de mettre en face la distribution et la consommation. C'est de créer une viabilité économique. Et ça, on peut le faire. Miko Mered. Aujourd'hui, pour l'hydrogène, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché est là, les technologies sont là, elles sont matures. L'enjeu consiste à optimiser la chaîne de valeur, c'est véritablement ça. Et au niveau territorial, ce que vous êtes capable de faire, c'est mobiliser des acteurs de terrain qui sont prêts justement à dépasser ce que, par exemple, à l'échelle d'un État, on va avoir plus de mal à faire. Au niveau territorial, on peut être concret. Au niveau de l'État, on va avoir des grandes incantations, mais ça va être plus compliqué, ça va mettre plus de temps à se mettre en place. Je vais prendre un exemple concret. Si on prend les stratégies hydrogène qui ont été développées à l'échelle européenne aujourd'hui, vous prenez les 2 plus grandes stratégies, celle de l'Allemagne et celle de l'Espagne, 10 milliards et 9 milliards, ce sont évidemment les stratégies nationales. Si vous prenez la 3e, ce sont les Nord-Pays-Bas. La partie nord des Pays-Bas, 9 milliards, c'est plus que la stratégie française 2030, c'est plus que le Portugal, etc. Et aujourd'hui, si on va, par exemple, un petit peu 5 ans en arrière, en 2015, les régions qui se sont mobilisées à l'époque pour développer des territoires positifs au niveau de l'hydrogène, que sont la région Auvergne-Rhône-Alpes ou la région Occitanie ou Pays de la Loire, de fait, aujourd'hui, en tirent déjà les bénéfices. Plus des 2/3 des investissements français sur l'hydrogène sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et de fait, il peut y avoir petit à petit une compétition entre les régions pour devenir ces fameux territoires de fer de lance de l'hydrogène.
Sébastien Thiusbord, ce sont de grands enjeux pour les territoires. C'est mon cousin. Ah pardon, excusez-moi, Florian Thiusbord, je confonds avec Florian Guillemard. J'en suis ravi. Non, ouais, je rejoins complètement ce que dit Mika. Et, nous, concrètement, on se félicite de voir ce qui se passe actuellement. Il y a un consensus sur l'hydrogène. Il y a eu 100 millions annoncés il y a quelques années dans le cadre du plan Hulot. Aujourd'hui, on parle de 7 milliards en France, 9 milliards en Allemagne. Il y a dans d'autres pays à travers le monde, parce que nous, on agit également, on est une BU qui est globale, donc on regarde aussi beaucoup au Chili, en Australie, où il y a de vrais potentiels de renouvelables. Ce qui se passe actuellement, c'est formidable. Et ce qu'il faut, c'est donc des pionniers. On l'a fait notamment dans le projet Zero Emission Valley, qui est un projet de mobilité en Auvergne-Rhône-Alpes, où il a fallu... il y a la région qui a lancé l'idée, qui avait besoin d'industriels pour pouvoir structurer l'ensemble. Et puis ensuite, il fallait aussi financer. Donc on a récupéré des subventions, obtenu des subventions auprès de l'Europe, auprès de l'ADEME. Et puis également trouver des banques et souvent des caisses régionales qui y voient un intérêt autre que purement financier et qui ont une approche industrielle comme la nôtre, qui est de dire il faut lancer, il faut donner ce petit coup de pouce pour pouvoir voir émerger une nouvelle filière. J'aimerais juste dire une chose, c'est que l'hydrogène, ça existe déjà et depuis très longtemps. Il y a l'hydrogène gris qui est l'hydrogène dit carboné, qui est produit à partir d'énergie fossile par cracking et qui donc émet du CO2. Il y a ce qu'on appelle maintenant l'hydrogène bleu, qui est la capture de ce CO2 et qui est en gros à 90%. Et puis ensuite, il y a l'hydrogène, et ce sur quoi nous, en tout cas, on s'oriente, et il y a un énorme potentiel, c'est l'hydrogène donc renouvelable par électrolyse de l'eau. Donc la molécule d'eau H2O qui est électrifiée par électricité renouvelable et qui permet d'avoir d'un côté l'hydrogène et de l'autre côté de l'oxygène. Donc il n'y a pas d'émission de CO2 dans sa production et non plus au moment où le véhicule consomme cet hydrogène. Il n'y a pas de pollution au niveau du pot d'échappement. Vous voulez compléter, Nicolas? Oui, parce qu'il y a des territoires dont on ne parle pas du tout. Or, en France, on a eu plusieurs premières mondiales dans ces territoires. Ce sont les territoires d'outre-mer. Si on va en Guyane, si on va à la Martinique, aujourd'hui en Guadeloupe, on a des territoires qui ont fait des premières mondiales avec des financements européens, avec des financements locaux, en mêlant des start-up locales et des start-up, par exemple, marocaines, des grands groupes qui viennent de l'étranger, d'Amérique du Nord ou d'ailleurs. Donc ça a aussi existé. Et aujourd'hui, elles ont un petit déficit de notoriété. Et l'autre point aussi que je voulais évoquer, alors notre plateau n'est pas très représentatif pour le coup de la filière hydrogène, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui portent les dimensions hydrogène sur les territoires et qui aussi, pour des raisons notamment par exemple de lutte contre la pollution, ont engagé de plus en plus de petits projets, puis des projets qui maintenant arrivent à l'échelle dans les différents territoires, bien au-delà des logiques purement de simple marché, dirons-nous, sur ces questions d'hydrogène. Jean-Philippe Dugoin-Clément, est-ce que l'innovation, elle peut être vue comme un vecteur d'accélération de ce processus tourné vers l'hydrogène vert, vers ces nouveaux mix énergétiques? Bien sûr. Innover, c'est savoir comment on va consommer demain, comment on va produire demain. On a la chance en Ile-de-France d'être un territoire extrêmement dynamique, d'avoir tous les grands sièges d'entreprises, les grands sièges de recherche, mais également une densité de start-up. On a créé des maillages, vous évoquiez des exemples de crossover entre des start-up outre-mer et des start-up marocaines, mais on a des partenariats notamment sur les start-up avec nos pays partenaires dans le cadre de la coopération internationale. Donc c'est un sujet majeur. Et véritablement, l'hydrogène, aujourd'hui, on est sur une technologie qui est mûre, qui est mature, qui a besoin effectivement d'être amorcée, mais qui est sous-utilisée par rapport à ce qu'elle pourrait être. Si on prend le champ automobile aujourd'hui, on a une gamme qui est extrêmement restreinte, qui reste relativement chère, pour ne pas dire très chère, qui se décline au travers de flottes captives. Ne marche pas vraiment non plus. L'électrique a d'autres inconvénients, d'autres avantages. Moi, je ne suis pas mono-énergie sur les mobilités. On pourrait aussi parler de véhicules biogaz, on pourrait parler de l'hybride. Enfin, chaque véhicule ou chaque type de motricité peut avoir ses avantages ou ses inconvénients correspondant à des usages différents. Moi, je pense plus à la réflexion par usage que par type d'énergie. L'énergie étant liée à l'usage qu'on peut avoir. Mais quand on prend la recherche, l'innovation, c'est aussi sur les mobilités. Aujourd'hui, les mobilités hydrogènes, on est encore faible sur ce qui est grand public. Et on a des progrès majeurs qu'on peut faire sur notamment l'avion.
Le grand public, ça va être un petit peu l'enjeu de demain? Complètement, parce qu'il y a énormément de, comment je pourrais dire, des idées reçues, si vous voulez, qui restent aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le boom de l'hydrogène aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau. On a vu un boom de l'hydrogène déjà dans la sphère publique dans les années 1790. C'était le premier boom, dirons-nous. Puis ensuite, au tournant du XXe siècle, donc ça nous ramène très très loin. Mais surtout, en fait, il y a eu un véritable boom autour de l'hydrogène à la fin des années 90, début 2000. Et ce qui a posé problème principalement à ce moment-là, c'était les questions de sécurité. À l'époque, on disait les problèmes d'inflammabilité, les problèmes d'explosivité, etc. C'est quelque chose sur lequel la filière a beaucoup travaillé depuis 20 ans. Des institutions internationales se sont créées autour de ça. Et aujourd'hui, la question de la sécurité de l'hydrogène n'est plus véritablement une question. Mais pour le grand public, ça résiste toujours. Et c'est mis évidemment en exergue par des lobbyistes d'autres secteurs, et notamment des lobbyistes du secteur des énergies renouvelables qui voient l'hydrogène arriver et qui voient en fait pomper un certain nombre de fonds publics sur lesquels ces industries-là espéraient justement faire leur beurre. Donc on voit déjà aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique là aussi, à des échelles internationales mais aussi intranationales, ce genre de bataille se mettre en place. Et de fait, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est le poids du politique va être déterminant. Si je compare en 2 secondes Paris et Shanghai, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à Shanghai, vous avez une flotte de mobilité qui est quasiment exclusivement électrique en ce qui concerne, par exemple, les 2 roues? C'est parce que la municipalité a interdit les 2 roues thermiques il y a déjà plus de 15 ans. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, une ville comme Paris ou la région Île-de-France peut porter ce genre de message-là. Et de fait, ce qui va se passer petit à petit, c'est qu'au fur et à mesure de ces choix politiques locaux qui vont être mis en place, il va y avoir certains territoires qui vont partir vers des solutions plutôt électriques, tout électriques, et d'autres sur des échelles de territoires plus larges qui vont partir vers l'hydrogène. Alors même si on peut dire qu'on vit un process plus ou moins long en fonction des choix politiques, Florian Tillsbord, est-ce qu'on peut quand même dire qu'on est dans une transition écologique et énergétique aujourd'hui en France? Oui, et ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que l'hydrogène renouvelable, ce n'est pas pour demain. Et en fait, la technologie, en effet, elle existe et depuis très longtemps. En tout cas, la technologie par électrolyse, on parle d'une technologie dite alcaline, qui existe depuis 50, 100 ans. Ça existe et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est réussir à faire des projets et de la production à l'échelle pour pouvoir réduire les coûts. Et par ailleurs, il y a d'autres technologies derrière qui peuvent arriver avec un meilleur rendement, en tout cas rien que sur la production de l'hydrogène. Après, il y a derrière toutes les autres briques qui sont les compresseurs, qui sont le stockage, où il y a encore beaucoup d'innovations à faire dedans. Et le sujet il est plutôt, dès aujourd'hui, investissons dans l'hydrogène renouvelable, il y a plein de choses à faire, et continuons aussi à investir dans ces nouvelles technologies qui vont permettre ensuite d'être compétitifs. Et nous, on considère que d'ici 2030, l'hydrogène renouvelable pourra être compétitif avec de l'hydrogène gris, qui est aujourd'hui, en gros, le prix du gaz. C'est quelque chose que vous utiliserez en Île-de-France ? Oui, il y a une chose très importante, et quand on parle de volontarisme politique, c'est le fait de venir permettre l'équilibre économique. Quand on finance de la géothermie aujourd'hui, si on ne finance pas, si l'ADEME, la région Île-de-France ne finance pas, on n'a pas d'équilibre économique, surtout avec les énergies fossiles qui tombent. Et donc il y a un moment, un choix, un engagement politique qui est aussi d'aller financer, d'aller permettre de faciliter les équilibrages économiques, première chose. Deuxième chose qui est très importante sur ce que vous disiez, pour moi il y a 2 phénomènes auxquels on est confronté. Le premier, c'est le réchauffement climatique, qui nous mène à notre perte si on n'est pas capable de l'enrayer. Et le deuxième, c'est la pollution de l'air. On parle de la Covid actuellement. La pollution de l'air en France, c'est 48 000 morts par an. C'est-à-dire que l'épidémie de Covid en année pleine aura tué globalement autant que la pollution de l'air en une année. Et pourtant, la pollution de l'air, personne n'en parle. Ces 2 sujets-là, l'hydrogène est un des vecteurs qui peut permettre de donner des réponses et de l'enrayer. Donc, à nous d'être capables d'expliquer, à nous d'être capables de faire comprendre, de lutter contre les lobbies, parce qu'aujourd'hui, il y a un poids des lobbies qui est absolument terrible, et de lutter contre les théories conspirationnistes qui sont poussées par les lobbies. Merci messieurs, on va s'arrêter là sur ce thème de l'hydrogène. Merci d'être venus sur notre plateau. Petite pause et à suivre, eh bien, on s'intéresse à l'émergence d'expériences nouvelles, durables et responsables. À tout de suite.
cette quatrième partie, donc l'émergence d'expériences nouvelles, durables et responsables, avec nos invités, Laure Delaire, directrice Action Mutualiste Nationale ESS pour le groupe Massif. Bonjour, Philippe Clerc, expert en prospective CCI France et président de l'Académie de l'intelligence économique, qui est à vos côtés. Bonjour. Et enfin Didier Chabot, directeur de la chaire entrepreneuriat, territoire, innovation de l'IAE Paris-Sorbonne. Merci également d'être présent. Première question d'ailleurs pour vous, Didier Chabot, concernant nos territoires, on le sait, on en a beaucoup parlé, ils sont très hétérogènes, ils ont d'énormes différences, d'énormes qualités respectives. Est-ce qu'il y a besoin d'un entrepreneuriat de territoire? Vaste question. Merci, vaste question, vaste programme, comme aurait dit le général, avec cette idée, effectivement, on a de très grandes disparités entre les territoires. Et c'est vrai que si on regarde, par exemple, si on se compare avec l'Union européenne, on se rend compte que globalement, on a seulement 2 régions françaises qui sont au-dessus de la moyenne européenne. Toutes les autres régions françaises sont en dessous en termes de richesse. On est à la traîne au sein de l'UE. Alors, à la traîne, ou en tout cas dans le peloton. C'est-à-dire que même si on regarde purement en termes d'innovation, on se rend compte que globalement, la France est juste au-dessus de la moyenne de l'Union européenne et que globalement, seulement 3 régions s'en tirent mieux que la moyenne en tant que telle. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement des disparités, qu'on a quelques régions qui émergent du lot sans être pour autant considérées comme des leaders au niveau européen et qu'il y a un vrai effort pour que l'ensemble des territoires et les autres régions françaises parviennent à se développer. Et à partir de là, comment va-t-on agir ? Est-ce qu'on met l'accent sur des métropoles ? C'est ce qu'on a fait à une époque donnée, mais on se rend compte que les métropoles n'entraînent pas toujours les territoires environnants. Ou est-ce qu'au contraire, on met en place des initiatives locales et à ce moment-là, on va parler d'un entrepreneuriat de territoire pour essayer de créer des dynamiques locales qui permettraient de tirer les différentes régions, les villes moyennes, les différentes régions de France. Philippe Clerc. Tout à fait, c'est tout l'enjeu de la réindustrialisation, relocalisation qu'on vit, que la crise de la Covid-19 a révélé, où on découvre que nos territoires étaient arrimés à des chaînes de valeur mondiales, à des chaînes d'approvisionnement mondiales, et que tout d'un coup, l'arrêt brutal de l'économie mondiale, de la production mondiale, révélait cette nécessité. Dans le réseau des chambres de commerce, nous parlons plus facilement de réarmer, cette nécessité de réarmer les territoires par l'industrie, effectivement, en créant un nouvel entrepreneuriat local. Il existe. Y compris, j'aimerais insister sur ce fait que, et je parle sous le contrôle des économistes, de l'économie industrielle, il n'y a pas de filière traditionnelle en déclin où... Il y en a qui disparaissent, certainement, il y a des activités qui disparaissent, mais on peut revitaliser un territoire. Je prends l'exemple de Romans, dans la chaussure, territoire si sinistré, qui aujourd'hui renaît par des expériences, alors des expérimentations, et c'est un thème aussi, il va falloir sur nos sujets d'innovation, expérimenter, on ne sait pas. Il faut, c'est la prospective aussi qui nous l'apprend, il faut faire œuvre de prospective pour aller revitaliser, inventer la nouvelle dynamique des filières traditionnelles. À Romans, c'est un exemple éclairant, tout à fait passionnant. Un exemple passionnant parce qu'on voit par exemple le groupe Archer qui est présent localement et on a une très belle dynamique parce qu'on a effectivement cette idée d'expérimentation locale avec des acteurs qui sont issus de l'économie sociale et solidaire et qui finalement essayent d'entraîner à la fois les collectivités, les acteurs privés, tous les entrepreneurs traditionnels et on voit finalement qu'on arrive à recréer une dynamique en s'appuyant sur les différentes initiatives locales et en faisant travailler ensemble les collectivités, l'ESS, l'économie plus classique, qui est de plus en plus orientée. Laure Delaire, je vous vois acquiescer depuis tout à l'heure. C'est évidemment le fond de votre action et, sur l'ensemble des territoires avec la Massif. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un entrepreneuriat qui accorde une importance très très forte à son ancrage territorial et de proximité, et c'est notamment celui qui se développe dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Alors la Massif est aussi un acteur de l'économie sociale et solidaire, donc le maillage territorial compte énormément, l'ancrage de ces agences, de ces points d'accueil en proximité avec ses sociétaires. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, les points d'accueil, les agences de la Massif se sont situées géographiquement justement sur des bassins d'emploi plutôt sinistrés et qui avaient besoin justement de cette dynamique économique. Donc la proximité, le territoire, pour l'ESS, c'est quelque chose de très important. Et on voit là en ce moment qu'il y a un enjeu particulier à aller accompagner le développement de ces structures-là qui sont ancrées dans les territoires. Donc c'est vrai que j'acquiesce parce que
je pense que dans le cadre de la relance, en tout cas, qui nous attend aujourd'hui et demain, l'économie sociale et solidaire a toute sa place. Proposer un nouvel modèle économique, c'est un des enjeux d'aujourd'hui et même de demain, Philippe Clerc? Alors, nouveau, c'est plus qu'un modèle économique, justement. Il semblerait bien que, à force d'économie, à force de mettre l'économie sur le devant de la scène et de l'infiltrer quotidiennement dans nos boussoles stratégiques pour piloter nos territoires, on ait oublié cet ancrage territorial dans une logique de cohésion sociale. Et dans le cadre des travaux de prospective sur la relance que le réseau des chambres de commerce a produit dès juin, pendant la crise, s'est projeté en avenir, on a insisté sur et l'expression est forte, sur le réancrage, sur le réencastrement de l'économique dans la vie sociale. Et il va falloir, c'est tout ce que j'appelais la cohésion sociale, il va falloir revenir à cette vie sociale et tirer ou définir des choix de développement qu'ils soient en permanence arrimés à des logiques de vie sociale et donc de toutes ces solidarités, y compris chez nos entrepreneurs, de trouver dans les filières, dans les écosystèmes locaux, de retrouver ces solidarités qu'on a vécues nous on l'a vécu dans les chambres de commerce. Les chefs d'entreprise se sont mobilisés d'une façon incroyable au service des autres entrepreneurs. On dit si souvent que nous sommes gaulois, individualistes. Non, on a vécu des solidarités formidables. Didier Chabot, qui va être en première ligne pour ce faire? Bonne question. De mon point de vue, en fait, tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enjeu, il est là. C'est d'arriver à mailler les gens et à bien prendre conscience qu'on peut plus se contenter d'avoir une vision dans laquelle l'État va penser les choses et va définir des règles générales, mais d'arriver à donner la possibilité aux différents acteurs des territoires de s'engager. Et pour ça, ce qui va être important, c'est effectivement de faire travailler ensemble aussi bien les entrepreneurs classiques que les entreprises d'économie sociale et solidaire avec les collectivités. Et c'est comme ça qu'on arrive à bouger. Et ce qu'on voit localement, c'est que c'est vraiment des acteurs qui vont s'engager, des individus, des citoyens qui vont s'engager et qui vont porter, parce qu'ils sont porteurs d'un certain nombre de valeurs, vont arriver à pousser les projets. Et à ce moment-là, c'est penser des structures qui vont leur permettre de se rencontrer et qui vont permettre de monter des projets ensemble. Est-ce que ce modèle qui renaît avec cette crise sanitaire et économique, c'est quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps finalement et dépasser ce cadre de la Covid-19 ? Oui, c'est vrai qu'il y a un mouvement en tout cas à engager. On parle justement de ce lien entre l'entreprise, le territoire, la société. On parlait juste avant des sociétés à mission, de la loi PAC, du sens, de la construction de la raison d'être. Je pense qu'on n'est pas encore allé au bout de ce mouvement-là. En tout cas, à la Massif, on défend beaucoup cette idée que l'entreprise, elle doit aussi s'ouvrir et faire entrer d'une certaine manière la société dans l'entreprise, là où se prennent les décisions, dans sa gouvernance, ses conseils d'administration. Alors, pour la Massif, c'est une mutuelle, elle ne rémunère pas d'actionnaires, donc par définition, son conseil d'administration est composé des représentants de ses clients, de ses sociétaires. Donc ça a beaucoup de sens pour nous, cette idée de faire rentrer la société dans l'entreprise. Mais on pense qu'au-delà de l'économie sociale et solidaire, on peut quand même créer ce mouvement-là. Et on parlait d'enjeux de cohésion sociale, finalement, d'une certaine manière. Réussir à créer ce lien, ça a du sens. Et ça va au-delà, finalement, c'est peut-être l'étape d'après, ça va au-delà de rendre des comptes à la société ou de respecter des cadres réglementaires ou des normes. C'est vraiment d'être dans ce dialogue-là avec la société. Un exemple, moi, que j'aime bien citer, qu'on a fait récemment à la Massif, c'est que, comme beaucoup d'entreprises, on s'est penché sur notre raison d'être et sur cette définition. Mais finalement, plus que la phrase à la fin qui va nous définir, c'est tout le chemin qu'on a parcouru pour la construire qui a été important pour nous. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de l'écrire finalement sur un coin de table, dans un bureau, mais de créer toute une dynamique de débat et de réflexion. Et là, c'est la consultation qu'on a menée. On a consulté donc l'ensemble des 10 000 salariés de l'entreprise, nos délégués, nos représentants des sociétaires, les 1300 délégués, mais aussi un panel de sociétaires, alors pas les 5 millions, sinon on ne s'en serait pas sorti, mais en tout cas un panel de sociétaires. Au total, il y a 15 000 personnes qui ont contribué sur la définition de cette toute petite phrase qui est notre raison d'être. Mais pour nous, finalement, ce qu'on a appris dans tout ce cheminement-là est presque plus important que la phrase qui en est sortie. Didier Chabot,
Au-delà de l'innovation, la pensée, la réflexion, elle doit vraiment être la béquille au secours de cette évolution, de cette mutation. Au secours de cette évolution, en appui de cette évolution, effectivement dans une logique de stimulation réciproque, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les acteurs sur le terrain ont déjà innové, ont déjà créé ces dynamiques-là, et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à leur donner une audience, à voir ce qui marche, et puis à travailler ensemble pour justement inventer les façons de construire nos territoires et d'y créer de la valeur, et comme c'était dit, économique, sociale, environnementale. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et du coup, la recherche, vous voyez, on va la penser en se disant qu'il faut qu'on soit à l'interface des différents mondes. C'est-à-dire que ça nécessite de repenser les choses. On n'est plus dans une logique où les chercheurs vont être en dehors de la société. Il faut effectivement être à l'interface des gens et organiser le dialogue entre les différents acteurs, les collectivités, les citoyens, les entreprises, et c'est comme ça qu'on va arriver à avancer. Philippe Clerc. Oui, c'est tout à fait intéressant de noter que dans cette organisation, ces nouveaux écosystèmes, on a parlé longtemps de système local d'innovation qui était un peu technocratique. Là, on repart d'écosystèmes, tout s'enchaîne. Et quand on fait rentrer la société, alors on appelle la société civile, on la fait rentrer dans l'entreprise, c'est intéressant. Les prospectivistes à l'international ont pensé ces choses-là en disant l'État joue son rôle partout dans le monde développé et le monde en développement, dans le monde émergent, mais l'entreprise va être appelée, et on a parlé tout à l'heure d'entreprise de mission, va être appelée à jouer ce rôle sur des missions régaliennes, et notamment ce qui va advenir d'ici 2050-2060, c'est ces questions de sécurité. Ces questions, alors, il faut compléter notre propos par cet aspect d'organisation de cette sécurité globale, où il va falloir organiser avec tous ces écosystèmes locaux l'intelligence des risques, faire intégrer dans les missions d'entreprise ces notions de sécurité humaine, d'accompagner l'aspect de sécurité, entre guillemets, sécurité sociale des individus qui, dans les enquêtes internationales, montrent que de plus en plus, y compris dans les pays en développement, les individus font confiance souvent plus à l'entreprise qu'à l'État, qui va devoir jouer c'est cette économie sociale et solidaire. Alors vous aviez à tous les deux d'abord Didier Chabot sur ce terme sécurité. Il est important ? Le terme sécurité va être important. En fait, c'est la question de la société qu'on veut construire, pour le coup. Et c'est de se dire dans quelle mesure on voit bien qu'avec les évolutions actuelles, quelque part, on n'a à la fois jamais autant créé de richesses et jamais autant eu d'inégalités. Et on voit que ces inégalités se sont creusées beaucoup plus. Et à partir de là, effectivement, ça veut dire qu'on doit repenser notre contrat social, repenser la façon de travailler ensemble et de gérer les risques sociaux. Et là où, effectivement, on voyait dans l'État la figure essentielle à un moment donné, on voit aujourd'hui que les acteurs doivent eux-mêmes intégrer cette dimension-là, doivent se l'approprier. Et du coup, c'est vrai que je ne le prendrai pas obligatoirement en termes de sécurité en tant que tel, mais au sens de prendre en compte les risques sociaux et de voir comment on redéfinit notre contrat social. Là, il y a un enjeu qui va être effectivement fort, et avec peut-être une évolution, et ce qui pour moi est un enjeu, c'est que vous connaissez peut-être Mohamed Younous qui a beaucoup développé l'idée du social business, c'est-à-dire de dire on va créer des entreprises qui vont chercher à être rentables, mais pour avoir un impact sociétal. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de plus en plus l'enjeu, c'est de dire finalement, si les entrepreneurs intègrent cette dimension sociétale, à un moment donné, tout le monde fera du social business. Repensez le contrat social, Laure Delaire. Ce qui est vrai, c'est que pour un assureur comme la Massif, la crise qu'elle enseigne, c'est l'assurance, finalement, c'est un métier d'avenir, au sens où le besoin de protection va être extrêmement fort. La pandémie, forcément, qui a généré cette crise sociale, cette crise sanitaire, nous amène à penser ça. Les nouveaux risques qui arrivent nous amènent aussi à penser cette notion de protection. Donc il y a un véritable enjeu. Et on reboucle peut-être aussi avec les questions précédentes. Cette protection, il faudra la mettre en place, mais je pense qu'il faudra aussi la mettre en place de façon collective, avec les personnes, avec les citoyens, avec les territoires, avec les collectivités, avec l'État aussi. Là, il y a des relations très fortes à nouer. Donc oui, il y a un gros enjeu alors de sécurité, de protection sociale demain, et il y a un enjeu de faire que cette protection, chacun finalement participe au débat. Sur cet aspect de sécurité, je comprends votre
réticence sur le mot sécurité. Il faut le prendre, et je rebondirai sur votre introduction. Vous avez positionné en termes de puissance, pardonnez-moi l'expression, mais elle est juste, nos territoires doivent gérer une vision, avec tout ce qu'on a dit, de cette intégration de tous ces écosystèmes, il faut gérer ces logiques de puissance. Et donc, il faut sécuriser aussi ce territoire dans une notion aussi de promotion. Mais cette sécurité, elle va être, on a dit globale, elle va être économique. C'est je dirais, un parcours de récupération de petit à petit de souveraineté sur le territoire. Je parlais des chaînes de valeur mondiales. Le territoire est en dépendance. Regardons le grand enjeu qui va se jouer dans les semaines qui viennent, je dirais, sur la maîtrise des données, l'open data, toutes ces données générées par l'Internet, par la transition numérique. Quelle maîtrise nous en avons pour les utiliser au service du développement social, au service du développement économique. C'est un sujet de souveraineté et donc de puissance. Il faut repenser ces logiques-là et se remettre en sécurité dans ce sens-là, c'est-à-dire de promotion de nos intérêts de chaque territoire en fonction de ses spécificités et de ces solidarités entre territoires où il y a les plus faibles et les plus forts. Alors, repenser ces problématiques, faire face aux défis de demain, on va en parler justement avec deux dirigeants d'entreprise de la Nouvelle-Aquitaine, avec Fred Bonnet, qui est fondateur du bureau d'études et de maîtrise d'œuvre spécialisé en VRD, avec Maria Jacob Garibal, qui est fondatrice de son entreprise, s'occupe spécialisée dans la construction de maisons et bâtiments en bois. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné donc en direct de Bordeaux de Marc Fayet, directeur de la stratégie et du développement économique de la CCI Nouvelle-Aquitaine, et DG de la CCC Charente. Merci tous les trois d'être avec nous. Vous avez entendu ce qui s'est dit un petit peu sur ce plateau. Vous êtes en première ligne, Fred Bonnet et Maria Jacob Garibal, avec vos entreprises que vous repensez, que vous faites évoluer au fur et à mesure. Fred Bonnet, vous, par exemple, le RSE, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, c'est une réelle envie. Votre entreprise remet l'humain au cœur de son projet, et ce, depuis longtemps. Bonjour, complètement. C'est vrai qu'il y a une vraie démarche globale dans mon entreprise. La partie environnementale, je l'avais déjà évoqué, elle est bien affirmée. Et l'humain, il est indispensable par rapport à ce développement-là. Et j'ai notamment fait un recrutement d'un contrat d'apprentissage pour les 2 prochaines années pour justement, dans ce sens-là, développer la démarche environnementale de mon entreprise, mais aussi échanger, créer du lien et avoir cette sensibilité-là des personnes qui sont un peu étrangères au métier pour développer l'entreprise. Et je lance d'ailleurs un deuxième recrutement pour du long terme. L'objectif de ça, c'est d'accompagner mon entreprise, mais aussi de s'accompagner mutuellement. C'est-à-dire que moi, je veux que les gens qui viennent travailler et qui intègrent le projet, c'est pour se faire plaisir. Moi, je me fais plaisir, je m'éclate dans mon métier, et j'ai envie que le développement de l'entreprise il soit aussi lié avec le développement personnel. Donc, le système RSE et tout ce qui en découle, notamment avec la démarche environnementale, qui est un vrai sujet porteur là-dessus, elle permet à la fois de creuser des pistes qui sont hyper intéressantes et en pleine effervescence, et en accompagnant des gens qui ont justement aussi envie de s'intégrer dans des projets, au-delà d'un projet d'entreprise, entre guillemets, alimentaire, sans être péjoratif, mais pour dire, voilà, j'ai envie de participer au projet d'entreprise, j'ai envie de m'épanouir personnellement, et à travers ça, on va lier et le projet environnemental que j'ai envie de développer, et le développement humain. Donc moi, c'est des portes ouvertes à des gens qui ont des sensibilités et qui ont envie de les exprimer. Moi, tout sera entendable, en fait. Maria Jacob Garibal, c'est aussi au cœur de votre projet, de votre société que vous avez fondée en 2016. C'est pas seulement l'écologie, mais aussi l'humain que vous voulez vraiment remettre au cœur du projet, sur le devant de la scène. Tout à fait, c'est vrai que je rebondis un peu par rapport à ce que Fred a dit. Je suis tout à fait dans la même philosophie. Ce qui est important pour moi, et c'est ce que je vois en fait, donc cette évolution de cette génération X et Y, Z aussi, la nouvelle. On voit que nous, dans le bâtiment, on a des difficultés en fait à embaucher, parce qu'en fait cette nouvelle génération a du mal à imaginer en fait à travailler dans le bâtiment, parce qu'en fait c'est un métier qui est difficile, qui est complexe, qui est pénible d'être sous le soleil, donc dans le froid, sous la pluie. Donc c'est vrai que moi, dans mon activité, donc on préfabrique en fait donc les murs ossature bois qui sont dans une usine de fabrication. Donc les employés, donc les collaborateurs sont à l'abri, donc effectivement des conditions beaucoup plus saines, plus faciles aussi pour eux. Donc ça c'est aussi en fait un confort pour l'humain. Donc pour moi c'est vraiment très important aussi. Marc Fayet, je vois que vous les écoutez attentivement. Quelle réflexion cela vous inspire, ces deux discours de dirigeants d'entreprise?
Très simplement, je pense que les valeurs des chefs d'entreprise évoluent, tout simplement. Certes, ils ont vocation à créer de la richesse, mais on voit bien que le capital humain est le capital central de l'entreprise. Et avec l'évolution des générations, ils s'adaptent aux entreprises et ils font en sorte que les atouts des jeunes soient valorisés dans l'entreprise. Et comme le disait Fred tout à l'heure, qu'on puisse concilier projet personnel et projet professionnel et qu'on puisse établir des règles de réciprocité entre l'individu qui s'engage dans l'entreprise et le projet de l'entreprise et le dirigeant. Donc la valeur créée, elle est pour le collectif, pour l'entreprise, mais elle est aussi pour chacun des individus. Je pense que cette nouvelle forme de management avance dans les entreprises de manière considérable. On y reviendra sans doute tout à l'heure, mais c'est un sujet qui émerge et qui a pris de l'importance avec la crise. Tout à l'heure, un de vos intervenants disait il y a un enjeu pour l'entreprise d'être attractive, pour attirer les talents. Mais je crois que la marque entreprise est faite de ces nouvelles valeurs et cette prise en compte des désirs des individus de s'épanouir dans l'entreprise. Fred Bonnet, qu'est-ce que vous attendez justement concernant ces appels d'offres publics? Vous appuyez sur le local, tout ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous vous appuyez, vous les comptez? Moi, j'ai une vision globale avec une action locale, en fait. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, tout ce qui est appel d'offres publics et tout ce qui concerne les démarches environnementales et les sujets qu'on est en train d'évoquer à l'échelle des institutions, pour moi, c'est le bon tempo, c'est quelque chose qui va donner de l'élan. Et nous, en tant qu'entreprise, on va être les relais de tout ça. Donc, pour qu'on puisse être les relais de tout ça, il va falloir arriver à sortir des discours, qui sont le point de départ qui est nécessaire, mais pouvoir basculer sur la concrétisation par des actions. Et les actions, c'est quoi? C'est du boulot. Donc, pour accéder au travail, à travers la commande publique, moi, j'ai aussi l'intention, enfin, j'espère que la démarche publique, elle va être de dire, on va focaliser sur le local, on va focaliser sur des TPE, des PME, avec des critères notamment sur les attributions des appels d'offres, qui sont un peu plus poussés et plus précis par rapport à ces démarches-là. Aujourd'hui, on a des critères de prix, des critères de mémoire technique. Ça reste relativement vaste. Moi, je trouve que c'est important de dire, voilà, on va y aller un peu plus précisément et on ne va pas avoir peur de le faire avec des sociétés qui sont peut-être moins structurées ou plus petites, qui sont des plus petites entreprises, mais c'est du local, il y a de l'énergie. Moi, l'avantage qu'il y a par rapport à des structures comme la mienne, c'est que je suis réactif, je suis dynamique, je recrute, je m'adapte au marché, c'est de l'agilité, et l'énergie, elle est là. Et pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Il faut au moins essayer. Alors, si ce n'est pas sur des gros projets, sur des plus petits projets, mais il faut le déployer à ce niveau-là. Et nous, on sera un relais dans un premier temps sur le public pour pouvoir le déployer sur la sphère privée ensuite. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on sera ensuite des satellites de cette démarche-là. Maria Jacob Garibal, qu'est-ce que vous attendez, vous, des pouvoirs publics? Alors, donc, ce qu'on attend, ce que je souhaite noter, c'est surtout que nous avons en fait toutes les compétences aujourd'hui, donc dans les acteurs du bâtiment, de pouvoir en fait imaginer cette nouvelle empreinte écologique qu'on souhaite laisser pour les prochaines constructions. Donc, on commence effectivement à adhérer. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que tout le monde effectivement puisse mobiliser et d'imaginer, de penser aussi entreprise, parce que c'est pas si simple. Donc, on se met aussi à la place des investisseurs qui ont effectivement un budget qui peut être restreint. Donc, on va leur imposer certains types de matériaux. On essaie effectivement de penser au respect, bien évidemment, de la nature. Donc, on peut aller progressivement sur cette voie, mais tous ensemble, et qu'on puisse en fait écouter également les entreprises. Donc, ça, je pense que c'est très important, cet échange, cette communication. Donc, on y va. Moi, je sais qu'effectivement, j'ai des projets où on utilise en fait des matériaux biosourcés. Donc, ça, c'est vraiment très bien. On commence à utiliser de la laine de bois, de la ouate, de la paille. On se dirige aussi, on va employer des nouveaux termes comme les menuiseries hybrides. Donc, effectivement, on est sur des termes qui n'existaient pas il y a quelques années lorsque j'ai démarré mon activité, où ça a été très difficile parce que les gens ne pensaient pas effectivement pour des constructions bois, c'était plutôt construction classique. Donc, on a des avantages aussi pour les constructions effectivement écologiques bois, c'est d'arriver en fait à faire des constructions plus rapides en termes de délai, donc avec un respect aussi vers le voisinage, et aussi en fait il y a un avantage, je pense, pour tout le monde, pour le collaborateur, pour l'entreprise, l'investisseur, et aussi la personne qui va acheter en fait donc peut-être l'appartement en question plus vite. Mais toutes ces innovations auxquelles vous faites référence, comment les rendre efficaces vraiment au niveau local? Et la question, elle vaut également pour Fred. Moi, la démarche concrète que j'ai mise en place,
à travers notamment donc, le recrutement de Jim qui m'accompagne sur la démarche environnementale. Il y a deux aspects. Le premier, c'est participer à des clubs d'entreprise qui sont sensibles à cette démarche-là. Donc, on a du lien avec des entités comme Soltena, ODI, c'est également le MEDEF qui est très actif. Et ensuite, d'un point de vue purement concret sur l'activité de maîtrise d'œuvre en VRD, le VRD, il est au croisement de pas mal de solutions possibles, notamment sur les îlots de chaleur, sur la récupération des eaux de pluie pour la réutilisation en arrosage, ce genre de choses, les bornes RVE, le photovoltaïque, l'éclairage intelligent. Moi, tout ça, je ne prétends pas avoir la maîtrise et l'expertise sur ces sujets-là. Par contre, je suis un facilitateur et je suis au milieu de toutes ces techniques-là. La démarche locale, elle va se faire dans le sens où je vais aller chercher des partenaires locaux de chacune de ces techniques de manière à pouvoir apporter aux clients une réponse à la fois pro, adapté, mais avec la flexibilité, dans le sens où je serai l'interlocuteur. Donc ça va être plus simple de collaborer en disant, il y a un point d'entrée, et moi je m'occupe avec des partenaires locaux de porter des solutions qui ont à la fois du coup, cet impact environnemental, mais avec également l'approche locale et tout le contexte RSE. Dans la proximité, effectivement, ce que j'entends aussi, ce que Fred dit, on se rend compte qu'effectivement la proximité est très importante aussi, de pouvoir en fait interagir et communiquer rapidement lorsqu'il y a des projets et puis aussi être sollicité. Donc voilà, je rejoins Fred. Marc Fayet, la Nouvelle-Aquitaine, qui a des atouts conséquents en ce qui concerne le développement économique. Pour vous, les secteurs à protéger, à développer, toujours sous cet angle de l'innovation qu'on développe depuis plusieurs minutes maintenant, quels sont-ils? Alors, moi j'ai du mal à identifier des secteurs en particulier. Certes, la Nouvelle-Aquitaine a des secteurs stratégiques qui souffrent aujourd'hui. Vous le savez, l'aéronautique, on partage cette problématique avec l'Occitanie. Évidemment, l'aéronautique, face à la crise qu'elle rencontre, va devoir se réinventer, va devoir innover, tant en matière de décarbonation, entre guillemets, des transports, des aéronefs, si j'ose dire, mais aussi des méthodes de travail autour de nouvelles formes de travail local ou de coopération locale que nous tentons de mettre en œuvre avec l'ensemble des acteurs locaux sur les enjeux de l'économie circulaire. Il y a un certain nombre de sujets qui émergent aujourd'hui avec la crise et qui ont pris de l'importance, je le disais. La coopération territoriale, évidemment, apparaît comme une impérieuse nécessité. Nécessité faisant loi parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la mondialisation, comme le disait Philippe tout à l'heure, les chaînes de valeur sont mondiales et on a une certaine dépendance lorsque les circuits mondiaux se bloquent, comme ça a été le cas durant la Covid. Donc, ce qui est un risque devient une opportunité et nous oblige à repenser le redéploiement d'activités stratégiques sur le territoire qui ont évidemment une empreinte carbone bien moindre que le modèle mondialisé tel qu'on l'a vécu et tel qu'on continue à le vivre. Tout à l'heure, nos entrepreneurs du bâtiment parlaient aussi de travail sur les matériaux biosourcés. Vous savez qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a beaucoup de ressources naturelles. Et donc, de fait, on travaille avec la région sur ces sujets, avec l'État, bien sûr, étant entendu que pour nous, c'est un volet stratégique de première importance. Nous travaillons également sur le stockage d'énergie. On sait que le développement de nouvelles énergies nécessite de nouvelles formes de stockage. Des initiatives ont été prises également sur le territoire pour pouvoir innover dans ces champs-là, qui sont des enjeux européens. Vous savez que la Nouvelle-Aquitaine a été identifiée parmi les régions expérimentatrices sur ces sujets, un certain nombre d'entreprises étant d'ores et déjà engagées sur ces chantiers d'avenir. Donc voilà, évidemment, la Nouvelle-Aquitaine, c'est pas seulement ces filières-là, c'est aussi des territoires. On en parlera sans doute tout à l'heure. Un des enjeux majeurs, et par rapport à ce qui a été traité tout à l'heure sur les modèles de développement économique, c'est de ne pas vivre la métropolisation comme une vampirisation des territoires. Nous, ce qu'on remarque, c'est que chaque territoire a des vertus, a des talents, a des spécialités. Et que l'enjeu pour notre région, c'est de faire en sorte que ces territoires deviennent des pôles d'excellence régionaux, nationaux, voire internationaux. Ça suppose de réinterroger les chaînes de valeur, de les épaissir, d'y intégrer des fonctions à forte valeur ajoutée, de manière à être compétitif au plan mondial.
Ça, c'est des sujets qui nous intéressent et qui permettent un modèle de développement équilibré autour de nouvelles méthodes de travail, je le disais tout à l'heure, hein, l'écologie industrielle, de nouvelles formes de coopération, mais qui nécessitent aussi de faire tomber des barrières ou des frontières entre le public et le privé, entre le social et l'économique. Et ça peut passer par quoi, faire tomber ces barrières-là? Alors d'abord par une prise de conscience collective. Moi, ce que je mesure, on a conduit avec la DGE une campagne de promotion et d'écoute des chefs d'entreprise industriels. Ce qu'on voit apparaître, ce qu'on voit monter en puissance, c'est ces enjeux sociétaux, l'enjeu climatique, et notamment dans sa correspondance avec la transition énergétique et écologique. Globalement, dans le top 8 des problématiques qui préoccupent les entreprises, cette problématique arrive au 5e rang. Une autre problématique qui émerge, c'est celle de l'innovation. Comment se différencier? Comment réinventer nos modèles? Ce n'est pas seulement de l'innovation technologique, c'est aussi de l'innovation managériale, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qu'on mesure, c'est que les entreprises qui ont le mieux résisté à la crise sont les entreprises les plus agiles, qui laissent de l'initiative aux individus. Et on a une certaine rupture avec les modes pyramidaux d'organisation de nos entreprises. On est plutôt en mode projet, en mode coopératif, y compris dans l'entreprise. Donc ça, c'est des sujets qui s'incarnent au travers de démarches RSE, qui ont de plus en plus de succès dans les entreprises et qui ouvrent l'entreprise à la société, à l'écosystème dans lequel elles s'inscrivent. Donc les frontières sont en train de rompre, hein, et donc en partie parce qu'il y a aussi de nouvelles générations qui ont une autre vision du monde, une autre vision de la relation à la création de valeur à leur territoire et qui sont ancrées sur leur territoire. Rapidement, pour conclure, on va devoir s'arrêter là, Marc Fayet. Rapidement, pour conclure, vos ambitions concernant ce territoire qui vous est cher, vos ambitions, est-ce qu'elles ont changé? Quelles sont-elles? Est-ce qu'elles ont changé avec la crise? Pendant la crise, le temps s'est arrêté, un petit peu. Ça a permis aux acteurs, quelle que soit leur appartenance, de s'interroger sur le sens de ce qu'ils font. Et ça ouvre des espaces de collaboration, d'échange, de coopération. Mon souhait, c'est qu'on laisse respirer les territoires et qu'on leur donne les moyens de se réinventer et d'inventer de nouveaux modèles. Je pense qu'ils en ont la capacité. L'État doit créer les conditions pour que chaque territoire puisse se saisir de ses enjeux, de ses défis. Et donc mon souhait, c'est que les talents du territoire puissent émerger, être reconnus et puissent avoir les espaces pour agir. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, notamment à Fred Bonnet et à Maria Jacob Garibald qui étaient à vos côtés. Marc Fayet, merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions de Bordeaux. Et puis évidemment, il me reste à remercier nos invités présents en plateau, Laure Daulaire, Philippe Clerc et puis Didier Chabot. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette première émission, Les territoires au cœur des enjeux de transition. Merci de nous avoir suivis. Merci à ceux qui ont participé et merci à ceux qui ont fait cette émission. Rendez-vous pour notre prochaine émission mensuelle qui sera consacrée à l'Île-de-France. Rendez-vous très bientôt. À bientôt.
Vous souhaitez diversifier une partie de votre épargne sur les marchés actions en investissant sur des entreprises liées à des thématiques environnementales. La Caisse d'épargne vous propose Mirova Europe Environnement. Avec Mirova Europe Environnement, recherchez la performance à long terme à travers une sélection d'entreprises européennes liées à des thématiques jugées porteuses. Le monde et l'économie d'aujourd'hui sont façonnés par des enjeux de long terme. Premièrement, la raréfaction de l'eau. La quantité d'eau douce a diminué de 37% depuis 1970. On estime que la demande d'eau devrait augmenter de 55% d'ici à 2050. Face à la pénurie d'eau, les sociétés de traitement de l'eau, d'irrigation ou d'analyse entre autres bénéficient de perspectives de développement favorables. Deuxièmement, le déséquilibre entre l'offre et la demande de ressources agricoles, provoqué notamment par la croissance démographique. D'ici 2050, la population mondiale devrait augmenter de 34%. La production agricole devra ainsi augmenter pour satisfaire ses besoins croissants et l'amélioration du niveau de vie. Or, les opportunités d'expansion des terres arables sont limitées. Les entreprises présentes sur la chaîne de valeur des ressources agricoles, de leur production au stockage, bénéficieront de ce potentiel de croissance. Enfin, on estime à 40% le besoin en énergie supplémentaire d'ici 2030, avec en parallèle des risques de hausse des coûts énergétiques. Les entreprises de plusieurs secteurs de l'énergie, dont l'isolation, les énergies alternatives ou l'éclairage, bénéficient en conséquence d'un fort potentiel de développement. En investissant dans Mirova Europe Environnement, vous accédez à des entreprises qui exercent tout ou partie de leur activité dans des secteurs dynamisés par ces tendances durables. Ces entreprises bénéficient d'avantages compétitifs liés à leurs expertises spécifiques. Ce sont aussi bien des petites et moyennes sociétés nationales spécialisées que des grands leaders mondiaux dans leur domaine. Par ailleurs, les entreprises auxquelles vous accédez à travers le fonds Mirova Europe Environnement sont jugées comme respectant les meilleures pratiques en termes d'investissement socialement responsable. Ces entreprises ont à cœur d'anticiper et de maîtriser leurs impacts environnementaux. Elles sont exigeantes dans leur comportement en matière sociale et sociétale et veillent à la qualité de leur gouvernance. Intégrer ces critères de sélection peut représenter une source de valeur ajoutée à long terme. Avec Mirova Europe Environnement, vous optez pour une solution d'épargne pour tirer parti d'enjeux environnementaux, une sélection d'actions européennes liées à des thématiques jugées porteuses, un investissement socialement responsable couplé à une recherche de performance à long terme. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr. Depuis plus de 50 ans, la Massif est un collectif mutualiste qui œuvre au quotidien pour protéger et renforcer le pouvoir d'agir de ses 5,3 millions de sociétaires et adhérents. Vous assurer, c'est être à votre écoute et trouver les solutions qui vous permettent de faire face aux coups durs en toute autonomie. C'est pourquoi nous avons fait le choix de déployer, au-delà de notre métier d'assureur, différents dispositifs de solidarité pour nos sociétaires et adhérents.
Si vous êtes au chômage, par exemple, la prestation Solidarité Chômage peut vous aider à conserver l'assurance de votre véhicule et continuer ainsi à chercher un emploi. Grâce à cette prestation, la Massif prend en charge jusqu'à 99% des cotisations de certains contrats de ses sociétaires et adhérents. Vous êtes victime d'un accident non couvert par votre contrat ? Le Fonds de solidarité Massif peut vous apporter un secours exceptionnel pour vous aider à faire face à une situation financière difficile et inattendue. Les aléas de la vie, c'est aussi consentir des dépenses de santé importantes et inhabituelles qui dépassent parfois vos garanties du contrat. C'est pourquoi le Fonds d'action sociale de Massif Mutualité peut vous accorder une aide pécuniaire exceptionnelle pour vous garantir, ainsi qu'à vos ayants droit, l'accès aux soins. À la Massif, la solidarité, ce sont des hommes et des femmes qui sont là pour vous conseiller au quotidien. Agir pour permettre à tous nos sociétaires et adhérents de rester autonomes et savoir se relever en cas de coup dur. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Chaque mardi et jeudi, la matinale de l'entrepreneur met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle. Un accélérateur, c'est un peu une école de dirigeants. On y va, on fait un diagnostic et on appuie fort sur la pédale et on avance. En fait, je pense que c'est un peu le propre du programme, c'est que finalement, c'est de nous pousser dans nos retranchements. Quand on arrive pendant 2 ans à faire venir des chefs d'entreprise, de PME, toujours débordés régulièrement, c'est que le programme est bon. Il y a 3 piliers, la formation, l'accompagnement au travers de missions de conseil, et le 3e pilier, c'est le réseau. Avec des consultants de très grande qualité. Et cette formation sur des thématiques comme le business plan disruptif, la négociation de contrats. Super occasion de partager avec d'autres dirigeants de PME et de vivre une belle aventure humaine. Donc le fait d'être réunis tous ensemble, ça nous galvanise pour aller de l'avant. C'est autant d'expériences, c'est 50 expériences, c'est 50 copains. Il y a une collaboration et plus que ça, une volonté de travailler ensemble. On a, pendant la crise du Covid, énormément échangé. On se partageait nos expériences, la façon dont on voyait les choses. Nous vivons aujourd'hui une aventure à 3 où nous bénéficions de 2 accélérés déjà implantés sur le territoire des États-Unis. Il faut réinventer son produit, le faire bouger, le faire évoluer, remettre les équipes en mouvement, les faire sortir des zones de confort et proposer à nos clients, à nos utilisateurs des produits nouveaux. On a franchi le cap des 250 collaborateurs et que nous sommes donc passés une ETI aujourd'hui. Et au final, avec le Covid notamment, avec toutes les hauts et les bas à l'international que j'ai pu vivre, c'est vrai que ça m'a permis de transformer la société, de la réorganiser. Oh, c'est génial. Il n'y a que du positif. Donc il faut foncer. Ça fait un bien fou. Ah oui, c'est très riche. Il faut absolument venir, ça c'est sûr. Fighting global warming is a priority for ENGIE. By placing renewable energies at the heart of its strategy, the group is taking action, now. Since 2016, we have doubled our wind and solar capacity.
In 2019 alone, we installed 3 gigawatts of renewables, 4 times more than the previous year, a performance that has made us one of the most market-proactive European leaders. ENGIE currently operates more than 28 gigawatts of renewable installed capacity. This represents over 20% of ENGIE's operating results and 1/3 of its growth investment. And we are targeting an additional 4 gigawatts per year to accelerate the transition to carbon neutrality. To further accelerate, ENGIE is investing massively in new technologies. Firstly, in offshore wind, our recent alliance with EDPR, called Ocean Winds, will reinforce our position as the world leader in the sector. Biogas, indispensable to the energy mix, is already underpinning the development of a sustainable and virtuous industrial sector. Our goal is to increase our installations fourfold over the next 3 years. To decarbonise industry, transports and to store renewable energies, we are committed in more than 30 green hydrogen projects. Lastly, to support our customers' energy transition, we have developed innovative green energy purchase contracts, green corporate PPAs. Every day, thanks to our 5,000 renewable expert employees, we reconcile economic performance with positive impacts on people and the planet. This is our purpose. Imaginer les métropoles de demain, c'est construire ensemble nos territoires, c'est s'adapter au changement climatique et penser de nouvelles solidarités. C'est aussi créer une ville sans pollution, mettre en place les conditions d'une écomobilité ou encore promouvoir des circuits courts et de l'innovation. Relever ces défis impose des coopérations entre ceux qui imaginent et font les territoires et ceux qui produisent la connaissance. Construire et animer cet espace de coopération est l'enjeu de la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines. POPSU est un espace où dialoguent et s'alimentent mutuellement les savoirs scientifiques et l'expertise opérationnelle. Ces programmes de recherche sont co-construits, copilotés et cofinancés à part égale entre les métropoles et l'État, à travers le plan urbanisme, construction, architecture. Ils se déroulent en 3 phases. Pour commencer, il faut faire émerger collectivement des problématiques dans les métropoles et les territoires, puis choisir des équipes de chercheurs dans chaque métropole étudiée. Ensuite, organiser la production de connaissances par la recherche et des séminaires entre élus, acteurs et chercheurs. Et enfin, par l'organisation de colloques de synthèse, restituer et valoriser les connaissances établies auprès des professionnels, des milieux académiques et du grand public par la publication d'ouvrages. 3 nouveaux programmes s'articuleront entre 2018 et 2020. Ils interrogeront la construction des projets métropolitains aux échelles locales, nationales et internationales. Ils analyseront la manière dont se fondent les liens et les dialogues de solidarité entre les territoires ruraux, les petites et moyennes villes et la métropole. De par ces recherches et ces plateformes locales, les programmes POPSU constituent des outils pour permettre aux acteurs de la ville d'agir. Ils contribuent ainsi à l'élaboration des politiques publiques ainsi que des stratégies urbaines et territoriales pour répondre avec les citoyens aux défis de la construction des métropoles d'aujourd'hui et de demain.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Parole de dirigeants sur TV Finance. Ce mois-ci, nous avons reçu plus de 70 entrepreneurs pour nous présenter leurs startups innovantes et leurs projets de développement. Si vous souhaitez participer à l'émission, vous pouvez nous contacter sur tvfinance.fr. À bientôt.